Un geste d'affection se transforme en cauchemar lorsqu'il surprend sa fiancée en train d'essayer de tuer sa mère. La femme qui prétendait l'aimer voyait le mariage comme une échappatoire désespérée. Mais c'est en retrouvant sa mère qu'il découvre la valeur de celle qui ne l'a jamais abandonné. Avant de commencer cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un j'aime sur la vidéo, ce qui est très important pour nous, et de nous dire depuis quelle ville vous écoutez cette histoire. La fine pluie de mars tombait sur les vitres du dernier étage de l'immeuble de bureaux à La Défense, où Raphaël Dubois terminait une autre journée de réunion qui scellait le destin de milliers d'emplois. À 45 ans, il avait bâti un empire qui avait commencé avec un petit cabinet comptable hérité de son parrain, et s'était transformé en l'un des plus grands cabinets de conseil financier du pays. Ses costumes toujours impeccables, sa posture droite et son regard perçant qui intimidait ses concurrents étaient les marques de fabrique d'un homme qui avait appris très tôt que le succès exigeait une discipline absolue. Cet après-midi-là, cependant, Raphaël sentait un poids différent sur la poitrine. Ce n'étaient pas les contrats de plusieurs millions d'euros qui occupèrent son esprit, ni les décisions stratégiques qui détermineraient le prochain trimestre de l'entreprise. C'était sa mère, Sylvie Dubois, hospitalisée depuis une semaine à l'hôpital américain de Paris pour une pneumonie. Les médecins disaient qu'elle était stable, mais Raphaël connaissait cette femme mieux que n'importe quel rapport médical. Sylvie n'était pas du genre à rester clouée dans un lit d'hôpital. Elle était mouvement, énergie, une présence constante dans sa vie depuis que son père les avait abandonnés alors qu'il n'avait que 12 ans. En signant les derniers documents de la journée, Raphaël se souvenait comment Sylvie cumulait 2 emplois pour subvenir aux besoins de la maison. Le jour, elle était secrétaire dans un petit cabinet d'avocats dans le centre de Paris. Le soir, elle donnait des cours particuliers de français à des étudiants qui rêvaient du baccalauréat. Même épuisée, elle n'a jamais manqué une réunion de parents à l'école, n'a jamais omis de vérifier ses devoirs, n'a jamais montré de faiblesse face aux difficultés qu'il rencontrait. Le téléphone sonna, tirant Raphaël de ses pensées. C'était Marianne Lefebvre, sa fiancée depuis 6 mois. Sa voix était douce à l'appareil, lui demandant comment s'était passée sa journée, se montrant soucieuse pour sa mère. Marianne avait été une découverte merveilleuse dans sa vie. Ils s'étaient rencontrés lors d'un événement caritatif, organisé par la Fondation de France, où elle coordonnait un projet d'aide sociale pour les mères célibataires dans des communautés défavorisées. Contrairement à toutes les femmes que Raphaël avait connues auparavant, Marianne semblait véritablement désintéressée par sa fortune. Elle avait sa propre entreprise de conseil en développement durable, conduisait une voiture simple et s'habillait avec une élégance discrète. « Mon amour, je suis avec ta mère depuis 2 heures. Elle se repose maintenant, mais elle a demandé de tes nouvelles plusieurs fois, » dit Marianne au téléphone. « Les médecins sont passés tout à l'heure et ont dit qu'elle avait eu un après-midi tranquille. Tu n'as pas besoin de venir aujourd'hui si tu es trop fatigué. » Raphaël sourit en entendant cette prévenance. Depuis le début de leur relation, Marianne témoignait d'une affection particulière pour Sylvie. Lors de leur premier rendez-vous, elle posait des questions sur son enfance, sur la façon dont sa mère avait réussi à l'élever seule, sur les sacrifices qu'elle avait faits. Pendant leur fiançailles, Marianne avait insisté pour que la cérémonie soit simple, destinant l'argent qu'ils auraient dépensé pour une grande fête à un voyage spécial que Raphaël pourrait faire avec sa mère après le mariage. « J'y vais, ma chérie. J'ai besoin de la voir avant de rentrer à la maison, » répondit Raphaël, en rangeant les papiers dans le tiroir. « Merci d'être là avec elle. Je sais à quel point cela compte pour ma mère. »« Bien sûr, mon amour. C'est aussi ma famille maintenant. On se voit là-bas dans une 40aine de minutes ?» Raphaël raccrocha et se dirigea vers l'ascenseur privé qui le mènerait directement au parking. Pendant le trajet dans les embouteillages parisiens, il pensait à la façon dont la vie avait changé depuis que Marianne était entrée dans son monde. Avant elle, Raphaël vivait exclusivement pour le travail. Il se levait à 5 heures du matin, allait à la salle de sport, arrivait au bureau à 7 heures et en partait rarement avant 22 heures. Le week-end, il rendait visite à sa mère dans son appartement de grand standing à Neuilly-sur-Seine, mais toujours accaparé par des appels professionnels et des préoccupations de travail. Avec Marianne, Raphaël avait commencé à redécouvrir des plaisirs qu'il avait oubliés. Elle l'avait convaincu de prendre de vraies vacances, sans téléphone professionnel. Ensemble, ils avaient voyagé en Corse, où Raphaël avait passé une semaine entière sans penser aux rapports financiers,
Marianne l'avait également encouragé à reprendre d'anciens passe-temps. Elle avait découvert qu'il jouait de la guitare à l'adolescence et lui avait acheté un instrument en cadeau, insistant pour qu'il recommence à jouer. Leur relation avait évolué naturellement. En 3 mois, Marianne passait déjà la plupart de ses nuits dans son appartement de Saint-Germain-des-Prés. En 5 mois, Raphaël l'avait demandé en mariage lors d'un dîner intime au restaurant L'Ambroisie. La date était fixée pour septembre, une cérémonie simple en présence de la famille proche et de quelques amis. Sylvie, au début, avait montré des réserves quant à la rapidité de leur relation. Lors d'un déjeuner au jardin du Luxembourg, elle avait discrètement commenté qu'elle trouvait tout cela très rapide. « Mon fils, tu connais cette jeune femme depuis si peu de temps. Il ne coûterait rien d'attendre encore 1 an avant de vous marier, » avait-elle suggéré en nourrissant les canards sur le bassin. Raphaël, amoureux, avait interprété l'inquiétude de sa mère comme une jalousie naturelle de la part de celle qui avait toujours été la seule femme importante dans sa vie. « Maman, je n'ai jamais ressenti ça pour personne. Marianne est différente de toutes les femmes que j'ai connues. Elle me donne envie d'être une meilleure personne, » avait-il répondu, convaincu de son choix. Sylvie n'avait pas insisté, mais Raphaël avait remarqué qu'elle observait Marianne d'un œil attentif lors des réunions de famille. En arrivant à l'hôpital, Raphaël se gara au sous-sol et monta directement à l'unité de soins intensifs du 12e étage. L'odeur caractéristique de désinfectant et l'atmosphère solennelle du lieu le mettaient toujours mal à l'aise, mais il s'y était habitué au cours de cette semaine de visite quotidienne. L'infirmière en chef, Colette, le salua avec un sourire maternel. Elle connaissait Sylvie depuis des années, depuis que Raphaël avait souscrit pour sa mère la meilleure assurance maladie complémentaire disponible. « Bonjour, monsieur Raphaël. Votre mère a eu une bien meilleure journée aujourd'hui. La fièvre a complètement baissé et elle a réussi à déjeuner seule pour la première fois, » informa Colette en feuilletant le presse-papier contenant les notes médicales. « Mademoiselle Marianne est là avec elle depuis 14 heures. Quelle jeune femme dévouée, n'est-ce pas ?» Raphaël sourit, fier du choix qu'il avait fait. Quelques jours avant le mariage, sa fiancée montrait déjà l'engagement et l'amour qu'il espérait trouver chez une compagne pour la vie. En marchant dans le couloir en direction de la chambre, Raphaël s'arrêta chez un fleuriste du rez-de-chaussée qui était encore ouvert et acheta un bouquet de lys blanc, les fleurs préférées de Sylvie depuis qu'il était enfant. La chambre de l'USI se trouvait au bout du couloir, dans une zone plus réservée destinée aux patients en état stable. Raphaël ouvrit la porte silencieusement, pensant que sa mère dormait peut-être et qu'il ne voulait pas la réveiller. Le bouquet de fleurs dans ses mains tomba au sol avec un bruit sourd qui résonna dans la chambre. La scène à laquelle Raphaël assista paralysa complètement son esprit. Marianne était penchée sur le lit, pressant un oreiller contre le visage de Sylvie. Sa mère se débattait avec le peu de force qui lui restait, ses petites mains essayant de repousser l'oreiller, ses jambes tremblant sous les draps de l'hôpital. Marianne n'avait pas remarqué sa présence, entièrement concentrée sur ce qu'elle était en train de faire. Le temps sembla s'étirer à l'infini. Raphaël voyait la scène comme un film au ralenti, le corps de sa mère luttant pour sa vie, l'expression concentrée de Marianne, le silence sépulcral de la chambre rompu seulement par la respiration haletante de Sylvie. Pendant un instant, Raphaël pensa qu'il faisait un cauchemar, que cette vision impossible était le produit de son esprit fatigué. Mais alors l'instinct de protection l'emporta sur l'incrédulité. Raphaël traversa la chambre en 2 longues enjambées et poussa Marianne avec force, la faisant chanceler sur le côté. Immédiatement, il se plaça entre elle et le lit, protégeant le corps fragile de sa mère avec son propre corps. Sylvie toussait violemment, cherchant son souffle, ses yeux écarquillés de terreur et de confusion. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Raphaël, sa voix sortant sur un ton qu'il ne reconnaissait pas lui-même. Ce n'était ni un cri, ni un murmure, mais quelque chose entre le choc et la fureur contenue. Marianne le fixa avec des yeux écarquillés, ses mains tremblant visiblement. Pendant quelques secondes, elle ressembla à une enfant prise en faute, ne sachant comment se justifier. Puis, rapidement, son expression changea pour quelque chose que Raphaël interpréta comme un désespoir calculé. « Raphaël, Dieu merci, tu es arrivé. Ta mère s'étouffait, j'essayais de l'aider. Elle n'arrivait pas à respirer correctement et j'ai pensé que... » La voix de Marianne était entrecoupée, les mots se bousculant dans une explication qui sonnait faux, même pour elle. Raphaël regarda l'oreiller par
terre, puis le visage effrayé de sa mère, puis Marianne. L'explication n'avait aucun sens. Si Sylvie s'était étouffée, Marianne aurait dû appeler les infirmières, aurait dû tenter la manœuvre de Heimlich, aurait dû faire n'importe quoi sauf presser un oreiller contre son visage. Et il y avait quelque chose dans l'expression de Marianne, une tension qui allait au-delà de l'inquiétude d'une urgence médicale. Sylvie réussit à se maîtriser suffisamment pour parler. Sa voix était rauque, encore haletante, mais assez claire pour que les mots parviennent à son fils. « Elle essayait de m'étouffer, Raphaël. Elle a dit que je gâchais tout. » Le silence qui suivit ne fut rompu que par le son des appareils médicaux. Raphaël regarda directement dans les yeux de Marianne, cherchant le moindre signe d'innocence, la moindre explication qui pourrait justifier cette scène impossible. Ce qu'il vit fut une peur pure, non pas l'inquiétude de quelqu'un de mal interprété, mais la terreur de quelqu'un pris en flagrant délit. « J'ai vu », dit Raphaël, ces mots sonnant comme une sentence finale. À ce moment, comme si elle avait perdu le contrôle de sa propre langue, Marianne murmura quelque chose qu'elle aurait probablement voulu garder pour elle. Elle allait tout gâcher de toute façon, dit-elle à voix basse, presque pour elle-même, mais assez fort pour que Raphaël entende chaque mot. Les alarmes des équipements médicaux se mirent à sonner, probablement déclenchées par l'altération du rythme cardiaque de Sylvie. En quelques secondes, la porte de la chambre s'ouvrit et 3 infirmières entrèrent rapidement, suivies par le médecin de garde. L'agitation ramena Raphaël à la réalité immédiate. Sa mère avait besoin de soins médicaux, et il devait la protéger. Pendant que l'équipe médicale examinait Sylvie, vérifiant ses signes vitaux et essayant de la calmer, Raphaël appela la sécurité de l'hôpital. Marianne restait immobile dans un coin de la chambre, ne sachant que faire ou dire. Elle tenta de s'approcher de lui, tendant la main comme pour le toucher, mais Raphaël s'écarta instinctivement. « S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Tu n'as pas compris ce qui s'est passé, je ne ferai jamais de mal à ta mère. » tenta-t-elle une nouvelle fois, mais sa voix était trop désespérée, ses mots trop préparés. 2 agents de sécurité apparurent à la porte de la chambre. Raphaël s'adressa à eux avec l'autorité de celui qui était habitué à prendre des décisions importantes sous pression. « Cette femme tentait de blesser ma mère. Je veux qu'elle soit immédiatement expulsée de l'hôpital et que la police soit appelée. » Marianne regarda Raphaël avec une expression mêlant incrédulité et panique. « Raphaël, tu ne peux pas être sérieux. Nous sommes fiancés. Nous allons nous marier dans 6 mois. Je t'aime. » Mais pendant qu'elle parlait, Raphaël observait sa mère se faire examiner par les médecins. Sylvie était visiblement secouée, mais consciente et capable de relater ce qui s'était passé. Le médecin confirma qu'elle ne présentait aucun signe d'étouffement ou de problème respiratoire qui justifierait la version de Marianne. Lorsque les agents de sécurité s'approchèrent de Marianne pour l'escorter hors de l'hôpital, elle se tourna vers Raphaël une dernière fois. « Je t'aime, Raphaël. Tu sais que je t'aime. Ça ne peut pas se terminer comme ça, pas après tout ce que nous avons prévu ensemble. » Mais Raphaël ne répondit pas. Il resta au chevet de sa mère, lui tenant la main pendant que les médecins terminaient leur examen. Pour la première fois depuis des mois, Raphaël sentait qu'il était exactement là où il devait être. La femme qui avait failli devenir son épouse était escortée hors de cette chambre, et il commençait à réaliser qu'il ne la connaissait peut-être même pas vraiment. Sylvie serra la main de son fils avec plus de force qu'il ne l'aurait cru capable. Ses yeux, encore effrayés, cherchèrent les siens dans une quête silencieuse de sécurité. Raphaël se pencha pour embrasser son front, sentant l'odeur familière de sa peau et se promettant silencieusement de ne plus jamais laisser personne lui faire du mal. Dehors, on pouvait encore entendre les cris de Marianne résonner dans le couloir alors qu'elle était emmenée par les agents de sécurité. Elle criait qu'elle l'aimait, que tout n'était qu'un malentendu, qu'il commettait la plus grande erreur de sa vie. Mais pour Raphaël, assis au chevet de sa mère dans cette chambre d'hôpital silencieuse, ses cris sonnaient comme les échos d'une vie qu'il avait presque entièrement perdue. La nuit tomba sur Paris tandis que Raphaël restait au chevet de sa mère, observant chaque mouvement de sa respiration. Les médecins avaient confirmé que Sylvie était physiquement stable, mais le choc émotionnel était évident. Elle se réveillait en sursaut toutes les 15 minutes, regardant autour d'elle comme si elle cherchait des menaces invisibles. Ses petites mains, que Raphaël se souvenait avoir toujours été fortes et sûres, tremblaient légèrement sur les draps blancs de l'hôpital. Le docteur Henri Lamy,
cardiologue responsable du traitement de la pneumonie, avait demandé une évaluation psychiatrique pour Sylvie. Ce n'était pas une procédure habituelle, mais la situation exigeait des soins particuliers. Raphaël approuva immédiatement. Il voulait que sa mère ait tout le soutien nécessaire pour surmonter cette expérience traumatisante. En attendant l'arrivée du psychiatre, Raphaël ne pouvait s'empêcher de repasser les 6 derniers mois dans son esprit. Comment avait-il pu être si aveugle aux signes qui existaient peut-être? Comment une femme qui semblait si dévouée, si attentionnée, si authentique, aurait-elle pu planifier quelque chose d'aussi terrible? Et pourquoi sa mère? Que représentait Sylvie comme obstacle pour Marianne? Le détective privé Jean-Charles Morin arriva à l'hôpital à 22 heures. Raphaël l'avait engagé 2 ans plus tôt pour enquêter sur des concurrents lors de négociations importantes, et il savait que Jean-Charles était discret et efficace. Homme de 50 ans, ancien policier, Jean-Charles avait le don de trouver des informations qui semblaient impossibles à découvrir. « Monsieur Raphaël, je suis désolé pour la situation. Je suis venu dès que j'ai reçu votre appel, » dit Jean-Charles en lui serrant fermement la main. « Pouvez-vous me raconter exactement ce qui s'est passé ?» Raphaël relata toute la scène de son arrivée à l'hôpital jusqu'au moment où Marianne fut emmenée par la sécurité. Jean-Charles prit des notes détaillées dans son carnet, posant des questions spécifiques sur les horaires, les mots exacts prononcés par Marianne, et si Raphaël avait remarqué quelque chose d'étrange dans son comportement ces derniers jours. « J'ai besoin que vous me donniez toutes les informations que vous possédez sur Marianne Lefebvre, documents, adresses, où vous vous êtes rencontrés, amis communs, sa famille. Tout ce que vous pouvez me fournir, demanda Jean-Charles, et je dois le faire avant qu'elle ait le temps de détruire des preuves ou de créer une version différente des faits. » Raphaël ouvrit son portefeuille et donna à Jean-Charles toutes les cartes que Marianne lui avait données. Carte de visite de son entreprise, carte de membre du club où elle faisait du pilate, carte de crédit à son nom, mais que Raphaël payait comme un geste de générosité dans leur relation. En passant chaque élément à l'enquêteur, Raphaël réalisait à quel point il en savait peu sur la vie concrète de sa fiancée. « Où se trouve son entreprise ?» demanda Jean-Charles en examinant la carte de visite de Lefebvre Conseil en développement durable. Raphaël réalisa qu'il n'avait jamais visité le bureau de Marianne. En 6 mois de relation, toutes leurs rencontres avaient lieu dans son appartement, dans des restaurants ou lors d'événements sociaux. Marianne avait toujours des excuses plausibles quand il suggérait de visiter son lieu de travail. Elle disait que le bureau était en rénovation, qu'elle avait des réunions à l'extérieur, ou qu'elle préférait garder sa vie professionnelle séparée de sa vie personnelle jusqu'après le mariage. Honnêtement, Jean-Charles, je n'y suis jamais allé. Elle venait toujours à mon appartement où nous nous retrouvions ailleurs, admit Raphaël, se sentant idiot de cette révélation. L'enquêteur ne montra aucun jugement, continuant simplement à prendre des notes. Et sa famille ? Avez-vous rencontré ses parents, ses frères et sœurs? Raphaël secoua la tête négativement. Marianne lui avait raconté qu'elle était fille unique, que ses parents étaient morts dans un accident de voiture quand elle avait 25 ans et qu'elle n'avait pas de parents proches à Paris. À l'époque, Raphaël avait ressenti de la compassion pour cette solitude et avait voulu lui offrir la famille qu'elle n'avait pas. Maintenant, cette histoire semblait trop commode. Des amis? Avez-vous rencontré des gens qui la fréquentaient avant que vous ne vous connaissiez? Une fois de plus, Raphaël réalisa comment Marianne s'était complètement intégrée à sa vie sans jamais présenter d'éléments de la sienne. Elle avait rencontré ses amis, participé à des dîners avec ses associés, fréquenté ses cercles sociaux. Mais Raphaël n'avait jamais rencontré un seul ami antérieur de Marianne, n'avait jamais été présenté à ses collègues de travail, n'avait jamais participé à un événement social organisé par elle. « Monsieur Raphaël, avec tout le respect que je vous dois, il semble que Madame Marianne ait construit une relation unilatérale. Elle est entrée dans votre vie, mais vous n'êtes jamais entré dans la sienne, » observa Jean-Charles avec la franchise de quelqu'un qui avait déjà vu des cas similaires. À ce moment, Sylvie bougea dans son lit et ouvrit les yeux. Raphaël se leva immédiatement et s'approcha d'elle, lui tenant la main. « Maman, comment te sens-tu » Sylvie regarda son fils puis Jean-Charles. Sa voix sortit, plus forte que Raphaël ne s'y attendait. « Mon fils, je dois te raconter certaines choses sur cette femme, des choses que j'ai remarquées, mais que je n'ai pas eu le courage de te dire avant. » Raphaël s'assit sur la chaise à côté du lit,
tandis que Jean-Charles se positionna discrètement pour écouter le récit. Sylvie prit une profonde inspiration avant de commencer à parler. Ces dernières semaines, quand Marianne venait me rendre visite ici à l'hôpital, j'ai remarqué des comportements étranges chez elle. Quand tu n'étais pas là, elle devenait impatiente, regardait constamment sa montre, répondait au téléphone de manière évasive quand il sonnait, commença Sylvie. Mais ce qui m'a le plus dérangé, c'est la façon dont elle a réagi quand j'ai suggéré que vous reportiez le mariage jusqu'à ce que je sois complètement rétabli. Raphaël se pencha en avant. Qu'a-t-elle dit? La première fois que j'ai abordé le sujet, elle a rapidement changé de conversation. La deuxième fois, elle s'est visiblement irritée et a dit qu'il n'était pas bon de reporter des projets importants. Quand j'ai insisté sur le fait que quelques mois ne feraient aucune différence pour ceux qui s'aiment vraiment, elle a perdu son sang-froid. Sylvie fit une pause pour reprendre son souffle. Elle a dit que je ne comprenais rien à sa vie, que je ne connaissais pas les pressions qu'elle subissait, et que j'étais égoïste de vouloir interférer dans votre bonheur. Jean-Charles prit d'autres notes pendant que Raphaël digérait ces informations. Sa mère ne lui avait jamais rien dit de ces conversations. Lors de ses visites, quand Marianne était présente, tout semblait harmonieux et respectueux. « Mon fils, j'aurais voulu te parler avant, mais j'avais peur de passer pour une belle-mère jalouse. Tu sais, tu semblais si heureux, et je ne voulais pas être la mère qui gâche le bonheur de son fils. » Sylvie lui serra la main. « Mais hier, quand elle est restée seule avec moi plus longtemps, j'ai décidé d'être plus direct. »« Qu'est-ce que tu lui as dit, maman ?» ?»« Je lui ai dit que je pensais que vous vous mariez trop vite, qu'il vaudrait peut-être mieux attendre au moins 1 an pour mieux vous connaître. J'ai expliqué que ce n'était rien de personnel contre elle, mais que je t'avais élevé seule et que je savais combien il est important d'être sûr de ses choix importants dans la vie. » Sylvie ferma les yeux un instant, comme si elle revivait la scène. Sa réaction a été effrayante, Raphaël. Son visage est devenu rouge. Elle s'est levée de sa chaise et a dit que je n'accepterais jamais aucune femme dans la vie de mon fils parce que j'avais une jalousie maladive. Raphaël sentit la colère monter en lui, non seulement pour la tentative de meurtre dont il avait été témoin, mais pour la façon dont Marianne avait traité sa mère en privé. Sylvie avait toujours été une femme respectueuse, qui ne se mêlait jamais des relations de son fils, qu'il avait toujours soutenu dans ses choix. Après cette dispute, j'ai remarqué qu'elle avait complètement changé de comportement avec moi. Elle est devenue froide, calculatrice. Quand tu arrivais, elle redevenait affectueuse, mais quand nous étions seuls, c'était comme si elle avait enlevé un masque, continua Sylvie. Aujourd'hui, quand elle est arrivée ici, je dormais. Je me suis réveillé et elle était en train de fouiller dans mon sac à main, qui était sur la table de chevet. Jean-Charles l'interrompit. Pour la première fois. Madame, avez-vous vu ce qu'elle cherchait? Je ne sais pas exactement, mais elle est devenue nerveuse quand elle a réalisé que j'étais réveillé. Elle a dit qu'elle cherchait un mouchoir en papier pour moi, mais il n'y en avait pas dans mon sac, et elle n'a rien pris dans l'armoire de la salle de bain où se trouvaient les mouchoirs que les infirmières laissent. Sylvie regarda directement son fils. C'est après ça qu'elle a recommencé à parler du mariage. Elle a dit que vous aviez beaucoup de projets, que vous ne pouviez pas les reporter, que sa vie dépendait de cette union. Les mots de sa mère résonnaient dans l'esprit de Raphaël comme les pièces d'un puzzle qui commençait enfin à s'emboîter. Marianne n'était pas amoureuse de lui. Marianne avait besoin de ce mariage pour une raison qui n'était pas l'amour. Jean-Charles rangea son carnet et s'adressa à Raphaël. « Monsieur, je dois commencer les investigations ce soir même. Je vais vérifier son entreprise, les adresses qu'elle a fournies, son historique financier si j'y ai accès. Je vais aussi chercher à savoir où elle était dans les heures qui ont précédé l'incident d'aujourd'hui. » Après le départ de Jean-Charles, Raphaël resta seul avec sa mère. Le silence de la chambre n'était rompu que par le son des appareils médicaux et le murmure lointain de l'agitation nocturne de l'hôpital. Sylvie s'était rendormie, mais son sommeil était agité. Raphaël s'adossa au fauteuil à côté du lit et pour la première fois depuis de nombreuses heures, laissa ses émotions remonter à la surface. Il se souvenait de ses 8 ans, quand il avait eu les oreillons. Sylvie avait manqué le travail 3 jours de suite pour s'occuper de lui, même en sachant qu'elle perdrait son salaire de ces jours-là. Elle lui avait fait des compresses froides pour faire baisser sa fièvre, préparé des soupes spéciales, lu des histoires pour l'endormir. Quand Raphaël lui avait demandé si elle n'était pas inquiète de manquer le travail, Sylvie avait répondu quelque chose qu'il n'avait jamais oublié. « Mon fils, un travail, on en trouve un autre. Une mère, tu n'en as qu'une. »
Maintenant, à 45 ans, Raphaël comprenait le poids de ces mots. Combien de fois Sylvie avait-elle fait passer ses besoins avant les siens? Combien d'opportunités avait-elle sacrifiées pour s'assurer qu'il ait une bonne éducation, des vêtements décents, une alimentation adéquate? Quand Raphaël était entré à l'université pour étudier la gestion, Sylvie avait contracté un prêt qu'elle avait mis 5 ans à rembourser, juste pour payer les livres et le matériel dont il avait besoin. Et c'est précisément par gratitude pour ses sacrifices que Raphaël avait bâti son empire financier. Chaque contrat signé, chaque affaire réussie, chaque expansion de l'entreprise était une façon de rendre tout ce que sa mère avait fait pour lui. Quand il avait acheté l'appartement de Neuilly-sur-Seine pour Sylvie, elle avait pleuré d'émotion. Quand il avait engagé une femme de ménage pour s'occuper de la maison et un coach personnel pour prendre soin de sa santé, Sylvie avait dit qu'elle vivait un rêve. Mais Raphaël savait que, malgré tout le confort matériel qu'il pouvait offrir à sa mère, il y avait quelque chose qu'il ne pouvait pas lui donner, sa présence constante. Les affaires exigeaient des voyages, des réunions qui se prolongeaient tard, des décisions qui devaient être prises rapidement. Raphaël rendait visite à Sylvie religieusement le dimanche, l'appelait tous les jours, mais sentait qu'il lui devait encore plus de temps, plus d'attention, plus de compagnie. C'est en pensant à ce vide affectif que Raphaël s'était enthousiasmé pour l'idée du mariage. Marianne semblait être la femme qui pourrait non seulement faire partie de sa vie, mais aussi offrir à Sylvie la belle-fille attentionnée qu'elle méritait. Pendant leur fiançailles, Raphaël imaginait comme il serait bon de voir sa mère avoir une compagnie féminine constante, quelqu'un qui pourrait lui rendre visite pendant la semaine, faire les magasins avec elle, parler de sujets que lui, en tant qu'homme, ne pouvait pas entièrement comprendre. L'ironie amère de la situation frappa Raphaël comme un coup de poing à l'estomac. La femme qu'il imaginait prendre soin de sa mère avait tenté de la tuer. La personne qui devait compléter la famille avait tenté de la détruire. Le mariage qui devait être la réalisation d'un rêve avait failli se transformer en le pire cauchemar de sa vie. Le portable de Raphaël sonna, le tirant de ses sombres pensées. C'était Jean-Charles, appelant de sa voiture. « Monsieur Raphaël, j'ai une première information que vous devez connaître. Je suis allé à l'adresse professionnelle qui figure sur la carte de visite de Marianne. L'immeuble existe, mais le bureau qu'elle a indiqué est vide depuis 4 mois. Le concierge m'a dit qu'il n'y avait jamais eu de cabinet de conseil en développement durable à cet étage. » La voix de Jean-Charles était sérieuse au téléphone. Raphaël sentit un froid dans l'estomac. « Comment ça, vide ? Le bail a été résilié pour défaut de paiement en novembre dernier. J'ai parlé au propriétaire qui m'a dit que la locataire avait disparu sans payer les 3 derniers mois de loyer et avait laissé des dettes de charge. » Jean-Charles fit une pause. « Monsieur, il semble que l'entreprise de votre fiancé n'existe plus depuis des mois. » Raphaël regarda sa mère endormie dans le lit d'hôpital et ressentit un mélange de colère et de gratitude. Colère d'avoir été trompé de manière si élaborée. Gratitude d'être arrivé à temps pour sauver la vie de la personne la plus importante de son existence. « Continuez d'enquêter, Jean-Charles. Je veux tout savoir sur cette femme. Qui elle est vraiment, ce qu'elle voulait, comment elle a obtenu des informations sur moi, » dit Raphaël, sa voix chargée de détermination. « Et je veux le savoir cette nuit. » Après avoir raccroché, Raphaël s'approcha de nouveau du lit où sa mère se reposait. Sylvie ouvrit les yeux comme si elle sentait sa présence. « Mon fils, tu vas bien ?» demanda-t-elle, sa voix maternelle résonnant même au milieu de la fragilité de la situation. Raphaël lui prit la main avec tendresse et répondit quelque chose qui venait droit du cœur. « Maintenant, oui, maman. Maintenant, je vais bien. » Le soleil se leva, gris, sur Paris, annonçant un samedi qui serait différent de tous les autres dans la vie de Raphaël. Il avait passé toute la nuit à l'hôpital, somnolant sporadiquement dans le fauteuil, à côté du lit de sa mère. Sylvie avait eu une nuit plus calme, avec moins de sursauts, et les médecins avaient confirmé que sa récupération physique progressait bien. Émotionnellement, cependant, mère et fils digéraient encore l'ampleur de ce qui s'était passé. À 7 heures du matin, Jean-Charles Morin arriva à l'hôpital, porteur d'un dossier rempli de documents et d'un ordinateur portable. Son expression sérieuse indiquait que la nuit d'enquête avait été productive, mais que les découvertes ne seraient probablement pas agréables pour Raphaël. Ils se retrouvèrent à la cafétéria de l'hôpital, dans un coin discret où ils pourraient parler sans être interrompus. « Monsieur Raphaël,
Je dois vous demander de vous préparer à ce que je vais vous dire. La situation est bien plus grave que nous l'imaginions. » Jean-Charles ouvrit le dossier et commença à organiser les papiers sur la table. Marianne Lefebvre n'est pas celle qu'elle prétendait être. En fait, presque rien de ce qu'elle a raconté sur elle-même n'est vrai. Raphaël prit une gorgée de son café fort et se prépara mentalement à entendre des révélations qui changeraient probablement sa perception des 6 derniers mois de sa vie. D'abord la question professionnelle. L'entreprise Lefebvre Conseil en développement durable a bien existé, mais elle a officiellement cessé ses activités il y a 8 mois, pas 4 comme je l'avais dit hier. Jean-Charles montra des documents du registre du commerce et des sociétés. Elle a accumulé des dettes de plus de 200 000 € auprès de fournisseurs, d'employés et du fisc. Elle est fichée à la Banque de France et au service des impôts. Raphaël se pencha sur les papiers, voyant pour la première fois la réalité financière de son ex-fiancé. Les documents montraient une entreprise qui avait bien démarré, avec de petits contrats réguliers, puis qui avait connu un déclin accéléré. Les derniers mois de fonctionnement avaient été marqués par des chèques sans provision, des salaires impayés et des contrats annulés. Mais la question professionnelle n'est que la partie émergée de l'iceberg, continua Jean-Charles en ouvrant son ordinateur portable. J'ai réussi à accéder à son historique de location. Marianne a été expulsée de l'appartement où elle vivait au Batignolles il y a 3 mois pour défaut de paiement. Depuis, je n'ai pas pu localiser d'adresse résidentielle fixe. Raphaël sentit un nœud à l'estomac. Pendant toute leur relation, Marianne disait toujours qu'elle rénovait son appartement et préférait donc rester chez lui. Elle arrivait avec des vêtements et des objets personnels dans des valises, expliquant qu'il était plus pratique de ne pas rentrer chez elle tous les jours pendant les travaux. « Où vivait-elle alors » demanda Raphaël. « D'après les registres que j'ai pu consulter, elle a passé quelques périodes dans des hôtels bon marché du centre, probablement payés par carte de crédit. Mais ces 2 derniers mois, il n'y a aucune trace d'hébergement nulle part. » Jean-Charles montra des relevés bancaires qu'il avait obtenus grâce à des contacts dans le secteur financier. « Monsieur Raphaël, pardonnez ma franchise, mais votre ex-fiancée était pratiquement sans domicile fixe quand elle vous a rencontré. » L'impact de cette information fut dévastateur pour Raphaël. Pendant 6 mois, il avait cru être en couple avec une femme indépendante et financièrement stable. Marianne refusait toujours quand il proposait de payer ses factures, disait qu'elle préférait maintenir son indépendance jusqu'au mariage, insistait pour partager les frais au restaurant et en voyage. Mais elle payait sa part quand nous sortions. Je la voyais utiliser sa carte de crédit, payer des taxis, acheter des cadeaux pour ma mère. Raphaël tentait de concilier ses souvenirs avec les informations qu'il recevait. C'est là que la situation devient plus complexe et effrayante. Jean-Charles ouvrit une autre section des documents. Marianne a demandé 4 cartes de crédit différentes au cours des 8 derniers mois, toutes avec un plafond élevé, basé sur de fausses informations de revenus. Elle a déclaré un revenu mensuel de 20 000 €, alors qu'en réalité, elle n'avait aucun revenu depuis des mois. Raphaël commençait à comprendre l'ampleur de l'escroquerie dont il avait été victime. Marianne n'avait pas seulement menti sur sa situation financière. Elle avait créé une situation insoutenable qui avait explosé il y a peu de temps. Les plafonds de ses cartes sont tous dépassés. Elle doit plus de 100 000 € rien qu'en cartes de crédit, sans compter les autres dettes. Jean-Charles montra des relevés, révélant des achats constants, des paiements minimums et des intérêts accumulés. Et il y a autre chose, monsieur Raphaël. J'ai réussi à reconstituer son historique de relations. Raphaël se prépara à d'autres révélations désagréables. Marianne a eu 3 relations sérieuses au cours des 5 dernières années, toutes avec des hommes à aucun revenu, des entrepreneurs ou des professionnels libéraux prospères. Toutes ces relations ont duré entre 4 et 8 mois. Toutes se sont terminées brusquement lorsque leur situation financière a été compromise d'une manière ou d'une autre. Jean-Charles ouvrit des photos qu'il avait trouvées via des enquêtes sur les réseaux sociaux et dans la presse mondaine. Le premier était Marc-Henri Thomas, propriétaire d'une chaîne de salles de sport. La relation s'est terminée quand il a découvert que des cartes de crédit à son nom avaient été demandées à son insu. Raphaël regarda les photos de Marianne avec d'autres hommes, lors d'événements sociaux portant des vêtements chers, souriant de la même manière qu'elle souriait pour lui. La similitude des schémas était effrayante. Le deuxième était Fernand Joubert, un chirurgien plasticien.
La relation a duré 6 mois et s'est terminée quand sa famille a découvert que Marianne avait tenté de le convaincre de modifier son testament pour l'y inclure comme bénéficiaire, continua Jean-Charles en montrant des preuves. Et le troisième était Robert Deschamps, un entrepreneur dans le secteur de l'importation. Cette relation a failli aboutir au mariage, mais sa famille a engagé un détective privé qui a découvert son passé. Raphaël sentit la nausée monter en lui. Il n'était pas la première victime de Marianne. Il n'était qu'une étape de plus dans une série d'escroqueries élaborées contre des hommes qu'elle identifiait comme des cibles appropriées. Comment a-t-elle obtenu des informations aussi détaillées sur moi, sur mon entreprise, mes habitudes, ma mère ? Demanda Raphaël, essayant de comprendre la méthodologie de l'escroquerie. Jean-Charles ouvrit un dossier spécifique contenant des captures d'écran. C'est la partie la plus troublante de l'enquête. Marianne a fait une recherche minutieuse sur vous pendant des mois avant le premier contact. Elle a étudié vos interviews dans la presse économique, a participé à des événements où elle savait que vous seriez présent, a recueilli des informations sur votre routine auprès d'employés de restaurants que vous fréquentez. Raphaël vit des images de recherche Google avec son nom, des coupures d'articles de journaux sur son entreprise et même des photos de lui lors d'événements sociaux qui avaient été sauvegardés dans des dossiers organisés sur son ordinateur. Elle savait que vous aviez perdu votre père jeune, que vous aviez été élevé par votre mère, que vous aviez un rythme de travail intense. Elle savait que vous fréquentiez des événements caritatifs et que vous vous intéressiez aux projets sociaux. Jean-Charles montra des notes manuscrites contenant des informations personnelles sur Raphaël. Votre rencontre à l'événement de la Fondation de France n'était pas une coïncidence. Elle s'est inscrite comme bénévole spécifiquement parce qu'elle savait que vous seriez l'un des orateurs ce jour-là. La révélation frappa Raphaël comme un coup de poing à la poitrine. Le moment qu'il considérait comme magique, le début d'un amour véritable, avait été un piège soigneusement planifié. Marianne avait étudié ses vulnérabilités émotionnelles et créé une personnalité qui lui serait irrésistible. Elle a développé un intérêt pour les causes sociales parce qu'elle savait que cela vous attirerait. Elle a inventé des histoires sur sa famille décédée pour susciter votre compassion. Elle a affiché une indépendance financière parce qu'elle savait que vous ne vouliez pas d'une femme intéressée. Jean-Charles fit une pause. Et elle vous a choisi spécifiquement parce qu'elle a fait des recherches sur votre relation proche avec votre mère. Elle savait qu'un homme qui gardait sa mère proche serait plus enclin à des relations sérieuses et à un mariage rapide. Raphaël se souvenait comment Marianne s'était intéressée à son histoire et à celle de sa mère dès leur première rencontre, comment elle avait posé des questions affectueuses sur Sylvie, comment elle avait insisté pour la rencontrer rapidement, comment elle s'était montrée émue par les récits de l'enfance difficile qu'ils avaient vécue ensemble. « Monsieur Raphaël, je dois vous montrer encore une chose. » Jean-Charles ouvrit l'ordinateur portable sur un dossier spécifique. J'ai trouvé sur son ordinateur un fichier qu'elle appelait Projet RD. RD pour Raphaël Dubois, je présume. C'était une planification détaillée de la manière de gagner votre confiance, avec un calendrier d'étapes et des objectifs spécifiques. Raphaël vit à l'écran un tableau effroyablement organisé. Il y avait des dates, des stratégies, des jalons à atteindre. Premier mois, gagner la confiance et susciter l'intérêt romantique. Deuxième mois, rencontrer la famille et démontrer la compatibilité. Troisième mois, approfondir le lien émotionnel et introduire l'idée d'un avenir commun. Quatrième mois, demande en mariage. Cinquième et sixième mois, préparatifs du mariage et intégration complète à sa routine. Chaque étape de la relation que Raphaël avait vécue de manière spontanée et émotionnelle était là, planifiée comme une campagne marketing. Marianne avait transformé l'amour en stratégie, l'intimité en manipulation, l'avenir qu'ils devaient construire ensemble en une opération de conquête financière. Et voici l'objectif final. Jean-Charles pointa une section spécifique du tableau. Mariage civil sans contrat de séparation de biens, accès à ses comptes bancaires en tant qu'épouse, stabilité financière permanente grâce à une pension alimentaire en cas de séparation. Raphaël se leva de sa chaise et se dirigea vers la fenêtre de la cafétéria. En bas, Paris fonctionnait normalement. Les voitures passaient, les gens marchaient à la hâte, la vie suivait son cours normal. Mais pour lui, tout avait changé. Les 6 derniers mois de sa vie avaient été un mensonge complet.
Il y a encore une chose, monsieur, dit Jean-Charles avec précaution. J'ai eu accès à l'historique des conversations de son téléphone portable grâce à un contact que j'ai dans le secteur des télécommunications. Marianne discutait depuis des semaines avec un avocat spécialisé en droit de la famille, posant des questions spécifiques sur le divorce, le partage des biens et la pension alimentaire. Raphaël retourna à la table et s'assit lourdement. La femme qu'il aimait, qu'il avait demandé en mariage avec qui il planifiait une vie commune, avait également planifié la fin de ce mariage avant même qu'il ne commence. Elle prévoyait de se marier avec moi pour ensuite se séparer, demanda Raphaël, essayant encore de traiter la complexité de l'escroquerie. Il semble que oui. L'avocat l'a conseillé sur la manière de garantir un plus grand partage des biens en cas de séparation. Ils ont discuté de stratégies pour prouver la dépendance financière et même de la possibilité d'invoquer l'abandon affectif pour augmenter le montant de l'indemnisation. Jean-Charles ferma l'ordinateur portable. « Monsieur Raphaël, votre ex-fiancée ne planifiait pas un mariage. Elle planifiait un investissement avec un retour sur investissement garanti. » Le silence qui suivit fut lourd. Raphaël devait digérer non seulement la tentative de meurtre sur sa mère, mais aussi toute la dimension de la manipulation qu'il avait subie. Sa capacité à faire confiance, à aimer, à construire des relations, avait été mise à l'épreuve et violentée de la manière la plus cruelle possible. « Il y a une dernière information que je dois partager, » dit Jean-Charles, sa voix encore plus sérieuse. « La discussion entre Marianne et votre mère sur le report du mariage n'était pas seulement une divergence d'opinion. Pour Marianne, ce report représentait l'effondrement complet de tout le plan qu'elle avait construit. » Raphaël regarda Jean-Charles, attendant plus d'explications. « Elle est menacée par des créanciers depuis des semaines. Des usuriers lui réclament des dettes qu'elle a contractées pour maintenir les apparences pendant sa relation avec vous. Le mariage était le seul moyen qu'elle voyait de résoudre tous ses problèmes financiers d'un seul coup. Quand votre mère a suggéré le report, Marianne a interprété cela comme une menace directe à sa survie. » Jean-Charles fit une pause significative. « Monsieur, je crois que votre mère n'a pas été attaquée par jalousie ou par folie. Elle a été attaquée parce qu'elle représentait l'obstacle final entre Marianne et la résolution de tous ses problèmes financiers. » Raphaël sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Sylvie avait failli perdre la vie parce qu'une femme désespérée voyait en elle le seul obstacle à une imposture qui durait depuis des mois. « Jean-Charles, je veux que vous transmettiez toutes ces informations à la police. Je veux que Marianne réponde pénalement non seulement de la tentative de meurtre, mais de toutes les escroqueries, falsifications et fraudes qu'elle a commises, » dit Raphaël, sa voix chargée de détermination. « Et je veux savoir s'il existe d'autres victimes qui n'ont pas encore découvert ce qui leur est arrivé. » Jean-Charles confirma qu'il contacterait le commissariat le jour même. Raphaël retourna dans la chambre où sa mère se remettait, portant le poids de savoir que son intuition maternelle avait été juste dès le premier instant. Sylvie avait essayé de le mettre en garde contre Marianne, mais il était trop aveuglé parce qu'il pensait être de l'amour pour voir la vérité. Quand il entra dans la chambre, il trouva sa mère éveillée, parlant doucement avec l'infirmière de ses médicaments du matin. Sylvie regarda son fils et perçut immédiatement que quelque chose avait changé dans son expression. « Mon fils, à voir ton visage, j'imagine que les nouvelles que tu as reçues ne sont pas bonnes, » dit-elle en lui tendant la main pour qu'il s'approche. Raphaël s'assit au bord du lit et prit la main de sa mère avec tendresse. Pour la première fois depuis de nombreuses heures, il se permit de ressentir une gratitude pure. Gratitude d'être arrivé à temps à l'hôpital. Gratitude d'avoir une mère qui l'aimait inconditionnellement. Gratitude d'avoir découvert la vérité avant qu'il ne soit trop tard. « Maman, tu avais raison sur Marianne depuis le début. Tout ce qu'elle nous a raconté était un mensonge, » dit Raphaël, la voix étranglée par l'émotion. « Si tu n'avais pas remis en question le mariage, si je n'étais pas arrivé à temps hier, j'aurais pu perdre la personne la plus importante de ma vie. » Sylvie serra la main de son fils et répondit avec la sagesse de celle qui avait assez vécu pour comprendre que certaines douleurs sont nécessaires pour éviter des tragédies plus grandes. « Mon fils, parfois la vie nous protège de manière que nous ne comprenons qu'après. L'important, c'est que nous soyons ici, ensemble, et que tu aies découvert à temps qui était vraiment cette femme. » Raphaël resta aux côtés de sa mère quelques minutes de plus, digérant tout ce qu'il avait découvert au cours des dernières heures. Pour la première fois en 6 mois,
Il ne se sentait pas pressé d'aller quelque part. Aucune réunion d'affaires n'était plus importante que ce moment. Aucune décision financière plus cruciale que de s'assurer que sa mère se remette complètement de cette expérience traumatisante. Le lundi suivant, Raphaël prit une décision qui surprit tout le monde dans son entreprise. Lors d'une réunion extraordinaire avec le conseil d'administration de Dubois Conseil, il annonça qu'il se retirerait temporairement de toutes ses activités de direction pour s'occuper d'affaires personnelles urgentes. Des hommes qui le connaissaient depuis des décennies n'avaient jamais vu Raphaël placer une question personnelle au-dessus des affaires. « Messieurs, au cours des 15 dernières années, j'ai entièrement consacré ma vie à cette entreprise. Nous avons construit ensemble quelque chose de solide et de respectable sur le marché, » dit Raphaël, debout au bout de la table de réunion où il avait dirigé des centaines de négociations. « J'ai maintenant besoin de consacrer du temps à la personne qui a rendu tout cela possible. Ma mère traverse un moment de santé délicat et ma présence est fondamentale pour sa guérison. » Robert Mercier, l'associé le plus ancien de l'entreprise et ami personnel de Raphaël, tenta de le dissuader. « Raphaël, nous comprenons ton inquiétude, mais nous avons 3 contrats internationaux en cours de finalisation ce mois-ci. Le projet de la multinationale américaine a besoin de ton approbation finale. Ne peux-tu pas prendre juste quelques jours de congé ?» Raphaël regarda tous les hommes dans cette salle, des cadres qui respiraient les tableurs et vivaient pour les résultats trimestriels, et réalisa à quel point il avait été comme eux jusqu'à quelques jours auparavant. La tentative de meurtre sur sa mère avait agi comme une alarme assourdissante, lui montrant qu'il avait perdu le sens de ce qui comptait vraiment dans la vie. « Robert, pendant 20 ans, j'ai bâti cette entreprise en pensant que je construisais un avenir pour ma famille. Mais à quoi sert la réussite financière si je perds les personnes qui donnent un sens à cette réussite ?» Raphaël fit une pause, regardant par la fenêtre qui donnait sur l'agitation de l'avenue des Champs-Élysées. « Vous avez amplement les compétences pour diriger l'entreprise pendant quelques mois. Je n'ai qu'une seule mère, et j'ai failli la perdre parce que j'étais trop absent. » La réunion se termina avec Raphaël déléguant ses principales responsabilités à Robert et à 2 autres associés. Pour la première fois en des décennies, il quitta le bureau à 9 heures du matin en direction de l'hôpital, sans mallette, sans ordinateur portable, ni téléphone professionnel. Sylvie était transférée de l'USI vers une chambre normale ce matin-là. Les médecins considéraient sa récupération physique excellente, mais recommandaient un suivi psychologique pour surmonter le traumatisme de l'agression. Quand Raphaël arriva à l'hôpital, il trouva sa mère assise dans le fauteuil à côté du lit, vêtue d'une robe de chambre rose qu'il lui avait achetée, peignant soigneusement ses cheveux grisonnants. « Mon fils, quelle surprise de te voir si tôt. N'avais-tu pas une réunion importante ce matin ?» demanda Sylvie en souriant, en voyant son fils entrer dans la chambre. « Si, maman, et ce fut la réunion la plus importante que j'ai eue depuis des années, » répondit Raphaël en l'embrassant sur le front. « J'ai décidé de m'éloigner du travail pendant un certain temps pour suivre ta guérison. » Sylvie arrêta de se peigner et regarda directement son fils. « Raphaël, tu n'as pas besoin de faire ça pour moi. Je vais bien, les médecins ont dit que je sortirai dans 2 jours. Tu ne peux pas abandonner tes engagements à cause de moi. » Raphaël s'assit sur le lit, face au fauteuil où se trouvait sa mère. « Maman, je n'abandonne rien. Je choisis ce qui est le plus important. Pendant des années, j'ai promis que lorsque j'aurai assez de succès, je passerai plus de temps avec toi. Eh bien, le moment est venu de tenir cette promesse. » Pendant les 2 semaines qui suivirent, Raphaël redécouvrit des routines qu'il avait complètement oubliées. Il se levait à 7 heures, non pas pour aller à la salle de sport puis au bureau, mais pour prendre son petit déjeuner tranquillement et aller ensuite chercher sa mère à l'hôpital ou, après sa sortie, dans son appartement de Neuilly. Ils se promenaient ensemble le matin au parc Monceau, s'arrêtant pour discuter avec d'autres personnes âgées que Sylvie avait rencontrées lors de ses promenades solitaires des dernières années. Raphaël découvrit que sa mère avait développé une vie sociale qu'il ignorait complètement. Elle participait à un club de lecture qui se réunissait le mercredi à la bibliothèque du quartier, prenait des cours d'aquarelle le vendredi et jouait au bridge avec un groupe d'amis le samedi après-midi. Pendant toutes ces années où Raphaël pensait n'offrir qu'un confort matériel à sa mère, elle avait construit une vie riche en relations et en activités. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ces activités, maman ?»
demanda Raphaël. Un jeudi après-midi, alors qu'il l'accompagnait à son cours d'aquarelle. Mon fils, tu arrivais toujours ici le dimanche avec la tête pleine de soucis de travail. Je voyais que tu étais fatigué, stressé, et je ne voulais pas te surcharger avec les détails de ma routine, répondit Sylvie en rangeant ses pinceaux dans une petite boîte en bois. De plus, je pensais que tu t'inquiéterais si tu savais que je sortais seul, que je me faisais des amis que tu ne connaissais pas. Raphaël réalisa à quel point il avait été trop protecteur, à quel point il avait sous-estimé la capacité de sa mère à gérer sa propre vie. Pendant des années, il lui avait offert une sécurité financière et matérielle, mais avait aussi créé une relation où il était le pourvoyeur et elle l'a protégé, sans laisser de place à Sylvie pour montrer son indépendance et sa personnalité au-delà de son rôle de mère. Au cours d'aquarelle, Raphaël rencontra Madame Carmen, une professeure à la retraite de 70 ans, qui était devenue une amie proche de Sylvie. Madame Carmen l'accueillit avec une affection maternelle, mais aussi avec une franchise qui le surprit. « Monsieur Raphaël, votre mère parle beaucoup de vous, de la fierté qu'elle éprouve pour votre succès. Mais je sais aussi qu'elle ressent constamment votre absence, dit Madame Carmen en mélangeant des couleurs sur une petite palette. Hélène est une femme pleine de vie, pleine d'histoires intéressantes, mais parfois elle est triste de n'avoir personne avec qui partager les petites choses du quotidien. » Ces mots touchèrent profondément Raphaël. Il avait pourvu à tout ce qu'il jugeait important pour sa mère, une maison confortable, une assurance santé exceptionnelle, une sécurité financière, une employée pour les tâches ménagères. Mais il avait négligé ce dont elle avait le plus besoin, de la compagnie, de la conversation, la présence constante de quelqu'un qui s'intéressait aux simples détails de sa vie. Pendant sa convalescence, Raphaël et Sylvie établirent de nouveaux rituels. Chaque matin, ils prenaient leur café ensemble sur le balcon de l'appartement, observant le mouvement de la ville qui s'éveillait. Raphaël découvrit que sa mère avait des opinions très intéressantes sur la politique, l'économie et même sur ses propres affaires. Pendant des années, il n'avait discuté avec elle que de sujets superficiels, sans se rendre compte que Sylvie suivait les informations, lisait les journaux et avait des réflexions pertinentes sur le monde qui l'entourait. « Mon fils, puis-je te poser une question sur ton entreprise ?» dit Sylvie un matin, alors qu'ils observaient les premiers rayons de soleil illuminer les immeubles de Neuilly. « Bien sûr, maman, tu peux me demander n'importe quoi. As-tu déjà pensé à créer des projets sociaux à travers l'entreprise? Je sais que tu donnes de l'argent à plusieurs associations, mais n'as-tu jamais pensé à utiliser la structure de l'entreprise pour avoir un impact direct sur les communautés défavorisées ?» Raphaël fut surpris par la question. Sylvie suggérait quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé, transformer une partie de l'entreprise en un outil d'impact social direct, et non plus seulement de dons financiers. « Explique-moi mieux cette idée, maman. » « Eh bien, tu as un cabinet de conseil financier très respecté. J'imagine combien de petits entrepreneurs, de personnes issues de communautés pauvres, de coopératives de femmes, ne bénéficieraient pas s'ils avaient accès à des conseils financiers professionnels. » Sylvie parlait avec un enthousiasme croissant. « Au lieu de ne servir que de grandes entreprises, vous pourriez consacrer une partie de votre temps à enseigner la gestion financière de base dans les communautés, à aider les petites entreprises à s'organiser, à conseiller les familles sur la planification financière. » Raphaël réalisa que sa mère proposait quelque chose de révolutionnaire pour son modèle économique. Pendant des années, il s'était exclusivement concentré sur des clients corporatifs à haute valeur, maximisant les profits et la croissance. L'idée d'utiliser son expertise pour un impact social direct ne lui avait jamais traversé l'esprit. « Maman, c'est une idée brillante, pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé avant ?»« Parce qu'avant, tu n'aurais pas été disponible pour écouter, » répondit Sylvie avec un sourire affectueux. « Tu étais tellement concentré sur la croissance financière que toute conversation sur le travail devait porter sur les résultats, les contrats, l'expansion. Maintenant, je vois que tu es plus ouvert à réfléchir au but de ce que tu fais, pas seulement au rendement que cela génère. » L'après-midi, Raphaël accompagnait sa mère au club de lecture où il rencontra d'autres personnes de son âge qui avaient construit des vies riches et intéressantes après leur retraite. Madame Amélie avait été couturière toute sa vie et écrivait maintenant des chroniques sur son enfance en Provence. Monsieur Joachim avait travaillé comme mécanicien
et donnait maintenant des cours de menuiserie à des jeunes défavorisés le week-end. Madame Rose avait élevé 5 enfants seuls et coordonnait maintenant un projet d'alphabétisation pour adultes. Raphaël prit conscience qu'il avait vécu dans une bulle sociale, ne fréquentant que des entrepreneurs, des cadres et des personnes à haut revenu. Sa mère, en revanche, avait maintenu des liens avec des personnes de différentes classes sociales, avec des histoires différentes, des perspectives de vie différentes. Mon fils, ces gens m'ont beaucoup appris sur la résilience, sur le fait de trouver un but même face aux difficultés, commenta Sylvie après un après-midi particulièrement inspirant au club de lecture. Quand je pense à la vie que tu m'as offerte, avec tant de confort, je sens parfois que j'ai gaspillé des occasions d'utiliser ce confort pour aider des gens qui traversent les difficultés que nous avons connues par le passé. Raphaël commença à comprendre que son éloignement des affaires ne lui permettait pas seulement de s'occuper de la guérison de sa mère. Il lui permettait de se remettre lui-même d'années de vie exclusivement tournées vers l'accumulation financière et la croissance professionnelle. Lors d'une conversation avec le psychologue qui suivait Sylvie, Raphaël fut invité à participer à quelques séances. Le docteur Paul Ferrand expliqua que la guérison émotionnelle des victimes d'agressions implique souvent toute la famille, surtout lorsqu'il existe des liens aussi étroits que ceux qui unissaient la mère et le fils. Raphaël, votre mère ne fait pas seulement face au traumatisme de l'agression, mais aussi à des sentiments de culpabilité pour ne pas avoir réussi à vous avertir plus efficacement au sujet de Marianne, expliqua le docteur Paul lors d'une séance commune. Elle sent qu'elle aurait pu vous éviter cette désillusion si elle avait été plus ferme dans ses objections à votre relation. Raphaël regarda sa mère, qui était assise dans un fauteuil confortable dans le cabinet, évitant de le regarder directement. « Maman, tu n'es absolument pas coupable de ce qui s'est passé. Marianne m'a complètement trompé. Si quelqu'un est coupable, c'est moi de ne pas avoir écouté les signes que tu as essayé de me montrer. Mon fils, je savais que quelque chose n'allait pas, mais j'ai eu peur de passer pour une mère possessive, jalouse. J'ai eu peur que tu choisisses que rester avec elle et de t'éloigner de moi, confessa Sylvie, la voix étranglée par l'émotion. J'ai préféré me taire plutôt que de risquer de te perdre. Le docteur Paul intervint. C'est un schéma très courant dans les familles. La peur d'interférer dans les relations des enfants adultes empêche souvent les parents d'exprimer des préoccupations légitimes. Sylvie, vous avez tenté d'alerter Raphaël dans les limites que vous vous êtes imposées pour préserver votre relation avec lui. Au cours de cette séance, Raphaël et sa mère parlèrent ouvertement de leurs peurs, de leurs attentes et de la dynamique de dépendance qui s'était établie entre eux au fil des ans. Raphaël réalisa que, en tentant de rendre les sacrifices que sa mère avait faits pendant son enfance, il avait créé une situation où elle se sentait obligée d'accepter passivement tout ce qu'il décidait pour sa vie. « Maman, je veux que tu saches que tu peux être en désaccord avec moi, me donner des conseils, remettre en question mes décisions. Ton opinion n'est pas seulement la bienvenue, elle est fondamentale pour moi, » dit Raphaël en lui tenant les mains pendant la séance. « Je ne veux plus que tu te sentes obligé d'être d'accord avec moi simplement parce que je paie tes factures. » Sylvie sourit à travers ses larmes. « Mon fils, pendant toutes ces années, je me suis habitué à être la mère qui reçoit de l'affection et des soins, mais j'ai oublié d'être la mère qui donne des conseils et une protection. Quand j'ai vu Marianne essayer de me faire du mal, je me suis souvenu que mon rôle n'est pas seulement d'être prise en charge par toi, c'est aussi de prendre soin de toi. » Cet après-midi-là, en sortant du cabinet du psychologue, Raphaël et Sylvie marchèrent lentement dans la rue, sans se presser d'arriver quelque part. Le soleil d'automne filtrait à travers les arbres, créant des ombres dansantes sur le trottoir. Raphaël réalisa que les réunions de direction, les négociations tendues, l'adrénaline des clôtures de contrats millionnaires ne lui manquaient pas. « Mon fils, puis-je te poser une autre question ?» dit Sylvie en s'arrêtant à un banc sur une petite place. « Toujours, maman. » « Es-tu heureux maintenant, je veux dire, sans les affaires, sans la course, sans Marianne? Te sens-tu bien ?» Raphaël réfléchit quelques instants avant de répondre. « Maman, je suis plus en paix que je ne l'ai été depuis des années. J'ai découvert que je courais après des choses que je pensais me rendre heureux, mais qui en réalité m'éloignaient de ce qui me fait vraiment du bien. » « Et qu'est-ce qui te fait vraiment du bien, mon fils ?» Raphaël regarda sa mère, les yeux qui l'avaient accompagné tout au long de son parcours, et répondit avec une conviction totale. «
être présent dans la vie des gens que j'aime, avoir du temps pour de vraies conversations, pouvoir aider les autres non seulement avec de l'argent, mais avec ma présence et mon attention. Sylvie sourit et serra la main de son fils. Pour la première fois depuis l'agression à l'hôpital, elle se sentait complètement en sécurité. Non seulement physiquement protégée, mais émotionnellement accueillie dans une relation qui avait enfin trouvé son véritable équilibre. 2 mois après l'agression à l'hôpital, Raphaël reçut l'appel qu'il attendait de l'avocat pénaliste qu'il avait engagé pour suivre l'affaire. Marianne Lefebvre avait accepté un accord de plaider coupable, avouant non seulement la tentative d'agression contre Sylvie, mais aussi un historique d'escroquerie financière contre d'autres hommes au cours des 5 dernières années. Monsieur Raphaël, elle va purger 7 ans de prison pour tentative de coups et blessures avec la circonstance aggravante du motif futile, en plus de répondre d'escroquerie qualifiée pour les autres cas qui ont été révélés, informa maître Marcel Toussaint lors d'une réunion dans son cabinet près de la place de la Concorde. La justice a considéré qu'il y avait préméditation et que le crime avait été commis contre une personne âgée en situation de vulnérabilité. Raphaël écouta les informations avec des sentiments contradictoires. D'un côté, il y avait le sentiment que justice était faite. Marianne répondrait des crimes qu'elle avait commis et d'autres victimes potentielles seraient à protéger. D'un autre côté, Raphaël ne ressentait ni colère ni soif de vengeance. Ce qui prédominait était une profonde tristesse face à la tragédie humaine que cette situation représentait. « Maître Toussaint a-t-elle montré des remords pendant les audiences ?» demanda Raphaël. Honnêtement, il semble que ces remords soient plus liés aux conséquences qu'à la gravité de ses actes. Pendant les dépositions, elle a tenté de minimiser l'agression contre votre mère, disant que c'était un moment de désespoir, mais elle a continué à justifier les autres escroqueries comme des nécessités financières urgentes. L'avocat feuilleta les papiers du dossier. Ce qui a le plus impressionné les juges, c'est la froideur avec laquelle elle planifiait ses relations. Elle avait même un carnet avec des notes sur les préférences de chaque homme qu'elle connaissait. Raphaël se souvenait du « projet RD » que Jean-Charles avait découvert sur son ordinateur. La transformation de l'amour en stratégie commerciale, de l'intimité en manipulation calculée. C'était une forme de déshumanisation qui allait au-delà de la simple cupidité financière. En sortant du cabinet de l'avocat, Raphaël ne rentra pas chez lui, ni n'alla à l'hôpital rendre visite à sa mère, comme c'était devenu une routine. Au lieu de cela, il se rendit à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il n'était pas un homme particulièrement religieux, mais il ressentait le besoin de réfléchir dans un environnement qui invitait au silence intérieur. Assis sur l'un des bancs en bois de la nef principale, Raphaël observait les vitraux colorés qui filtraient la lumière dorée de la fin de l'après-midi. Le mouvement constant des gens allumant des bougies, faisant des prières silencieuses, cherchant une sorte de réconfort ou de guide, le tranquillisa. Là, au milieu de centaines d'histoires humaines anonymes, il pouvait digérer sa propre histoire sans jugement ni attente. C'est alors que le père Antoine, un aumônier, s'approcha. Homme d'une 60aine d'années, aux cheveux grisonnants et à l'expression sereine, le père Antoine avait remarqué que Raphaël n'était pas un habitué de l'Église, mais qu'il cherchait clairement une forme d'orientation. « Bonjour, mon fils. J'ai vu que vous étiez ici depuis un moment. Souhaitez-vous parler ?» Raphaël expliqua brièvement la situation qu'il avait vécue ces dernières semaines. La découverte de la trahison, la tentative de meurtre sur sa mère, le processus judiciaire, la difficulté à faire de nouveau confiance aux gens et à ses propres sentiments. « Mon père, je n'arrive pas à comprendre comment une personne peut planifier avec tant de froideur de faire du mal aux autres. Et ce qui m'effraie le plus, c'est que je ne ressens pas de colère envers elle. Je ressens une profonde tristesse, comme si elle était aussi victime de quelque chose que je n'arrive pas à identifier, confessa Raphaël. Le père Antoine écouta attentivement avant de répondre. Raphaël, vous traversez quelque chose que beaucoup de gens affrontent lorsqu'ils découvrent qu'ils ont été trahis de manière si profonde. L'absence de colère ne signifie pas faiblesse ou naïveté. Cela peut signifier sagesse. Comment ça, mon père? La colère est une émotion naturelle lorsque nous sommes blessés, mais elle peut aussi nous aveugler aux leçons importantes que la douleur peut enseigner. Vous avez dit que vous ressentez de la tristesse pour cette femme. Cela montre que vous parvenez à voir en elle non seulement l'agresseur, mais aussi une personne qui s'est perdue en chemin, qui a fait des choix terribles qui ont détruit non seulement la vie des autres,
mais aussi sa propre vie. Raphaël réfléchit à ces mots. En effet, en imaginant Marianne purger 7 ans de prison, il ne ressentait aucune satisfaction. Il avait pitié d'une femme qui avait systématiquement détruit des relations, menti de manière compulsive, et était allée jusqu'à tenter d'assassiner une personne âgée sans défense par désespoir financier. Mon père, ma mère m'a dit quelque chose d'intéressant la semaine dernière. Elle a dit que pardonner, ce n'est pas permettre à quelqu'un de revenir dans notre vie, mais libérer notre cœur de la douleur que cette personne a causée. Est-ce que cela a du sens pour vous? Cela a tout son sens. Le vrai pardon est un acte de libération personnelle, pas une invitation à ce que la situation se répète. Votre mère a fait preuve d'une profonde sagesse. Le père Antoine fit une pause. Puis-je vous poser une question? Croyez-vous que Dieu a joué un rôle dans le fait que vous soyez arrivé à l'hôpital à l'instant précis où votre mère en avait besoin? Raphaël avait réfléchi à cette question plusieurs fois ces dernières semaines. Ce jour-là, il n'avait aucune raison logique de quitter le bureau plus tôt. Il avait des réunions prévues jusqu'en fin d'après-midi. La décision d'acheter des fleurs et de rendre visite à sa mère avait été impulsive, viscérale, presque inexplicable. Honnêtement, mon père, je ne sais pas. Mais je sais que quelque chose m'a poussé à quitter le bureau à ce moment-là, et ce quelque chose a sauvé la vie de la personne la plus importante de mon existence. Parfois, Raphaël, Dieu nous laisse voir la vérité à temps. Non pas pour nous blesser, mais pour nous sauver. Vous avez découvert qui était vraiment cette femme avant qu'il ne soit trop tard. Votre mère a été protégée. Vous avez tous les deux eu l'occasion de réévaluer ce qui compte vraiment dans la vie. Peut-être que cette terrible expérience a aussi été une forme de protection divine. Cette conversation apporta une paix intérieure que Raphaël n'avait pas ressentie depuis des mois. Il ne s'agissait pas de trouver des explications religieuses à tout ce qui s'était passé, mais de reconnaître que même dans les situations les plus douloureuses, il peut y avoir des éléments de protection et de croissance qui ne deviennent clairs qu'avec le temps. Quand il rentra chez lui ce soir-là, Raphaël trouva un message de sa mère sur son téléphone. « Mon fils, je prépare un dîner spécial pour demain. J'ai une surprise pour toi. » Le lendemain, Raphaël arriva à l'appartement de Sylvie et trouva la table dressée avec beaucoup de soin. Il y avait des fleurs fraîches, des bougies allumées, des plats qu'il reconnaissait de son enfance. Sa mère avait cuisiné une lasagne d'aubergine, son plat préféré depuis l'enfance, qu'elle ne préparait que pour les occasions très spéciales. « Maman, quelle occasion spéciale célébrons-nous? » Nous célébrons le nouveau départ de notre vie, mon fils, et j'ai quelque chose d'important à te dire. Sylvie sourit avec une lueur dans les yeux que Raphaël n'avait pas vue depuis des années. J'ai décidé d'accepter l'invitation de Madame Carmen pour coordonner le projet d'alphabétisation pour adultes à la bibliothèque du quartier. Raphaël sourit, fier de la décision de sa mère. C'est merveilleux, maman. Tu as toujours été une excellente professeure. Mais ce n'est pas tout. J'ai parlé avec Madame Amélie, Monsieur Joachim et Madame Rose de l'idée que nous avons discuté d'utiliser ton entreprise pour des projets sociaux. Ils aimeraient beaucoup discuter avec toi des besoins réels des communautés défavorisées, afin que vous puissiez créer des programmes de conseil financiers qui fassent vraiment la différence. Raphaël réalisa que sa mère ne se remettait pas seulement de l'agression. Elle se réinventait, assumant un rôle plus actif et proactif. Le traumatisme avait éveillé en elle une urgence de contribuer de manière plus significative au monde qui l'entourait. « Maman, j'adorerais parler avec eux. En fait, j'ai déjà commencé à discuter avec Robert et les autres associés de la manière de restructurer une partie de l'entreprise pour y inclure une responsabilité sociale directe. » Pendant le dîner, la mère et le fils parlèrent de plans concrets pour l'avenir. Raphaël avait décidé de retourner progressivement au travail, mais avec une approche complètement différente. Il prévoyait de réduire sa charge de travail à 3 jours par semaine, consacrant les autres jours à des projets sociaux et, surtout, à être présent dans la vie de sa mère de manière constante. « Mon fils, puis-je te poser une question personnelle? »« Bien sûr, maman. As-tu peur de te remettre en couple, de faire confiance à une autre femme après ce que tu as vécu? » Raphaël réfléchit attentivement avant de répondre. « Oui, j'ai peur, maman, mais ce n'est pas une peur paralysante. C'est une peur qui me rend plus attentif, plus prudent. J'ai appris qu'il est important de connaître vraiment une personne avant de s'engager émotionnellement. Et que serait-ce que de connaître vraiment une personne? Connaître sa famille, ses amis,
participer à sa routine, voir comment elle traite les gens qui ne peuvent rien lui offrir en retour. Marianne ne m'a jamais présenté personne de sa vie parce qu'il n'y avait personne. Elle avait construit une personnalité fictive spécifiquement pour me conquérir. Sylvie acquiesça. À l'avenir, quand tu rencontreras quelqu'un de spécial, j'aimerais participer davantage à l'évaluation de cette personne. Non pas pour interférer, mais pour contribuer avec la perspective de quelqu'un qui t'aime et veut te protéger. Maman, je veux vraiment ton avis sur toute personne importante qui apparaîtra dans ma vie. Ton intuition sur Marianne était juste dès le premier instant. J'aurais dû accorder plus de valeur à tes signaux. Après le dîner, ils se dirigèrent vers le balcon de l'appartement. Le soleil commençait à se coucher sur Paris, teintant le ciel de nuances dorées et orangées. La ville s'étendait jusqu'à l'horizon, avec ses lumières qui commençaient à s'allumer une à une. De là-haut, le mouvement frénétique des rues semblait lointain et silencieux. Raphaël et Sylvie s'assirent côte à côte dans des fauteuils confortables, observant la transformation de la lumière. Les mots n'étaient pas nécessaires. La présence de l'un pour l'autre, après tout ce qu'ils avaient traversé ensemble, suffisait. Mon fils, sais-tu ce qui m'a le plus marqué dans toute cette expérience? Quoi, maman? Découvrir que, même à 68 ans, je peux encore te surprendre et me surprendre moi-même. Pendant des décennies, je me suis habitué à n'être que la mère qui reçoit des soins, qui accepte des cadeaux, qui se sent reconnaissante pour tout ce que tu m'as offert. Mais affronter Marianne, même en étant agressé par elle, m'a rappelé que j'ai encore la force de protéger notre famille. Raphaël prit la main de sa mère avec tendresse. « Maman, tu m'as toujours protégé, depuis que je suis enfant. La différence, c'est que maintenant je suis présent pour reconnaître cette protection. Et toi, mon fils, qu'est-ce qui t'a le plus marqué ?» Raphaël regarda la ville en bas, les lumières qui s'allumaient dans des milliers de fenêtres, chacune représentant une histoire, une famille, une vie en train d'être vécue. J'ai découvert que je cherchais l'amour au mauvais endroit. Je cherchais une femme qui compléterait ma vie, alors qu'en réalité, l'amour le plus vrai que j'ai a toujours été ici, sur ce balcon, dans ces conversations, dans cette compagnie. Sylvie sourit. Cela ne signifie pas que tu ne pourras pas aimer une femme spéciale à l'avenir. Cela signifie que maintenant, tu sais reconnaître la différence entre un amour véritable et une illusion bien construite. Le coucher de soleil s'acheva et les lumières de la ville dominèrent entièrement le panorama. Paris brillait dans la nuit qui tombait, vibrante et pleine de possibilités. Raphaël réalisa que l'agitation, les engagements qui se prolongeaient tard, les réunions qui l'empêchèrent d'être présent à des moments comme celui-ci ne lui manquaient pas. « Maman, merci. » « Pourquoi, mon fils ? » Pour m'avoir appris, même sans mots, que le véritable amour est présence, constance, soin authentique. Marianne m'a offert la passion, l'aventure, la promesse d'un avenir parfait. Tu m'offres quelque chose de bien plus précieux, la certitude d'un amour inconditionnel qui n'a pas besoin de preuves ni de démonstration. Sylvie se leva du fauteuil et embrassa le front de son fils, comme elle le faisait quand il était enfant et avait besoin de réconfort. « Mon fils, après tout ce que nous avons traversé, je suis sûr d'une chose. Nous sommes une famille qui sait survivre à n'importe quelle tempête. Et maintenant, enfin, nous savons aussi profiter des moments de calme. » Raphaël resta sur le balcon quelques minutes de plus après que sa mère fût allée se coucher. En observant la ville illuminée, il réfléchit à la façon dont la vie avait complètement changé en quelques mois. Ce qui avait failli devenir la plus grande tragédie de son existence s'était transformé en la plus grande leçon sur ce qui compte vraiment. Il n'avait plus de fiancée, n'avait plus la routine d'entreprise qui consumait chaque minute de sa journée, n'avait plus l'illusion que le succès financier suffisait à garantir le bonheur. Mais il avait quelque chose d'infiniment plus précieux, une mère en bonne santé et présente, une relation familiale basée sur la vérité et le respect mutuel, et la clarté sur le type d'amour qui vaut la peine d'être recherché et préservé. Les lumières de la ville clignotaient comme des étoiles terrestres, chacune racontant une histoire différente. Raphaël réalisa que sa propre histoire avait été complètement réécrite au cours des dernières semaines. L'entrepreneur obsédé par la croissance était devenu un homme en quête de sens. Le fils absent était devenu un compagnon présent. L'homme amoureux d'une illusion était devenu quelqu'un capable de reconnaître et de valoriser le véritable amour.
Chers auditeurs, le parcours de Raphaël et Sylvie nous enseigne que parfois, les situations les plus douloureuses portent en elles les plus grands cadeaux. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous avez été ému par cette transformation, laissez votre j'aime pour nous montrer que des histoires comme celle-ci font une différence dans votre vie. Abonnez-vous à notre chaîne car chaque jour, nous vous apportons des récits intenses comme celui-ci, qui explorent les sentiments les plus profonds du cœur humain. Commentez ci-dessous ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire de Raphaël et sa mère. Est-ce la découverte de la trahison, la force de l'amour maternel ou la capacité de recommencer qui vous a le plus inspiré? Vos mots nous aident à créer des histoires toujours plus touchantes. Demain, nous serons de retour avec un nouveau voyage émotionnel, car nous savons que vous, tout comme nous, croyez que c'est à travers les histoires que nous nous comprenons mieux nous-mêmes et le monde qui nous entoure.